Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir, c'est une vidéo un peu spéciale sur Dungeon Saga. Donc ça va pas être une partie de campagne. Bien sûr que je vous rappelle que je continuerai ma campagne Dungeon Saga. Le Seigneur de Galaïr. Vous inquiétez pas. Mais ce soir, je voulais vous faire deux choses par rapport à Dungeon Saga. Donc je suis abonné sur la chaîne de Facebook Dungeon Saga France, donc avec un des créateurs qui s'appelle Philippe Forbras, que je remercie beaucoup. Et tout ce groupe de Facebook qui travaille énormément pour accomplir pas mal de choses, et donc des scénarios, des cartes et certaines campagnes, dont moi j'ai créé deux scénarios sur ce groupe. Ce soir, je voulais faire donc mon passage en ville. Mais avant ce passage en ville, je voulais d'abord faire quelques petits points sur les règles, revenir sur les règles de Dungeon Saga. Je sais que c'est très demandé, donc j'espère que ces points de règles que je ferai sur ma chaîne vous aideront à pouvoir jouer à Dungeon Saga. Donc, ça sera peut-être une vidéo assez longue, mais je vais essayer de faire une vidéo assez complète donc des règles et surtout de mon passage en ville, pour bien tout vous expliquer. Donc, Dungeon Saga se joue de 2 à 5 joueurs. Moi, vous savez que je joue en solo. Et donc, pour pouvoir jouer en solo, il vous faut une extension. Hop, on va tout prendre. Comme ça, on aura tout. Donc, il faut une extension un peu spéciale qui est le compagnon de l'aventurier, pardon, le compagnon de l'aventurier. Et en prenant cette extension, donc vous aurez un gros livre comme ça, plus pas mal de cartes, et donc des cartes pour pouvoir jouer en mode solo, et donc qui va remplacer donc le maître donjon, les cartes IA, les cartes artificielles, on va dire, du mode du maître. Donc Dungeon Saga se joue de 2 à 5 joueurs, et donc on a un joueur qui va jouer le maître du donjon, et les 4 autres, les héros. Donc dans Dungeon Saga, on a un livre de règles qui est représenté ici. On a un tableau de maître nécromancien, donc pour connaître les capacités, les déplacements, les dés de combat et les dés de défense de nos ennemis. Et pour nos héros, on a des fiches de personnages. Hop, qui sont représentées comme ceci, avec donc ces déplacements, ces dés de combat et ces dés de défense aussi. En haut, on a ces points de vie. Et donc, on a les points de vie en gris, donc c'est les points de vie normales. Et quand ça arrive dans le rouge, c'est là où on atteint le seuil de malus. Donc, quand on arrive dans le rouge, il vaut mieux pas arriver dans le rouge car on arrive dans les seuils de malus. Et pour les seuils de malus, ce qui veut dire, c'est qu'on aura soit des capacités en moins, ou soit on aura, lors de nos jets d'attaque ou nos jets de défense, des dés en moins. Il faut savoir que dans Dungeon Saga, le max de dés qu'on ne pourra jamais être en dessous est d'avoir une armure de 1, car on a des ennemis à 1, mais surtout on ne peut pas lancer moins de 1 dé. Donc on sera obligé de lancer au moins 2 dés par partie, donc on ne peut pas aller en dessous. Donc voilà. Ensuite, on a donc nos fiches de héros, les tableau du maître nécromancien, donc ça c'est pour le maître de donjon. Et donc on a après donc certaines campagnes. Donc dans la boîte de base, on a un guide de démarrage rapide pour nous apprendre à pouvoir jouer à Dungeon Saga, et donc pour qu'aussi les héros se rencontrent, parce que au départ les héros ne se connaissent pas. Dans ce petit mode guide de démarrage rapide, on a aussi un peu des règles rapides si on ne veut pas lire le livre de règles. Donc on a un peu ces règles qui sont assez rapides à comprendre. Donc maintenant on va se retrouver sur ma table et puis on va voir à peu près le contenu que j'ai
moi, de Dungeon Saga et vous faire quelques explications de règles. Donc on se retrouve tout de suite sur ma table et puis on va voir ça tout de suite. Donc de retour sur ma table, donc voilà à peu près le contenu que j'ai amassé depuis que j'ai le jeu. Donc j'ai exactement tout le jeu complet de Dungeon Saga. Car pour moi, Dungeon Saga, encore je vais vous le répéter, mais pour moi est le meilleur dungeon crawler que j'ai de tous mes jeux. Donc c'est pour ça que je voulais acquérir tout le contenu de Dungeon Saga. Donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Et en plus d'avoir tout le contenu, j'ai aussi imprimé et téléchargé certaines cartes et certaines campagnes que on peut faire en plus. Donc on a le guide de démarrage, donc dans la boîte de base. On a donc le tableau du maître nécromancien. On a donc le journal de quête. Et donc ça c'est voilà, donc une des extensions que j'ai téléchargées. Donc je remercie les FanMed, c'est bien marqué sur le journal, ce journal donc qui a été une quête qui a été faite par un FanMed. Donc vous voyez, c'est une campagne assez énorme. Donc bravo à lui. Donc encore une autre campagne qui arrive ici quand on arrive à la page 19. Bon, là l'impression a été très mal faite, donc je vais la réimprimer. Donc c'est Fuyez pauvre fou, une autre campagne créée par un FanMed. Donc vous voyez déjà, on a déjà pas mal de choses. On peut, grâce au journal de l'aventurier, créer ses propres quêtes, ses propres personnages aussi. Donc c'est vraiment super bien foutu. Donc à l'intérieur, on nous explique à peu près tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur donc de ce livre. C'est la table des matières, donc avec pas mal de choses intéressantes donc pour pouvoir donc, jouer surtout en mode solo et créer ses personnages, créer sa campagne, tout ça. Donc on a le guide de démarrage, tout ça. On a, donc ça c'est la campagne que je vous fais en ce moment, le Seigneur de Galaïr. Il y a bien sûr le tableau du maître de guerrier orc. On a le livre de règles, et c'est ça qui va nous intéresser ce soir, c'est donc le livre de règles. Alors, dans le livre de règles, on a le contenu de la boîte, on a le choix de nos héros, donc comment choisir nos héros. Donc, si on fait un choix de héros, on va prendre bien sûr ceux de la boîte de base. On va pas commencer à prendre des héros qui sont pas de la boîte de base. Donc, on va commencer avec Danor. Comme ça, je vais vous expliquer une fiche de héros. Alors, Danor, le sorcier humain. Donc, comme je vous disais, Danor, le sorcier humain, a 5 points de vie, mais il a un point de vie, on va dire, normal. Et le reste, c'est des caractéristiques, donc des malus qu'il aura. Donc, lui, ses malus, vous voyez bien qu'il ne peut pas, par rapport à son lancer de dés, il aura d'autres malus par rapport à d'autres compétences et d'autres sorts qu'il ne pourra plus utiliser. Donc voilà. Parce que lui, c'est un sorcier humain et il lance des sorts. Et donc, s'il arrive dans le rouge, à un moment ou à un autre, il ne pourra plus lancer de sorts et donc va être beaucoup bloqué. Donc lui, c'est son malus qu'il aura quand il arrivera dans le rouge. Lui, il ne pourra pas lancer des sorts. Donc il a une capacité spéciale qui est lanceur de sorts. Enfin, il a un exploit qui est concentration. Donc il a un déplacement de 7. Il lance 2 dés au combat et il a 1 d'armure. Donc notre ami Danor, pour pouvoir augmenter tout ça, ses dés de combat et son armure, comme je vous ai dit, c'est un sorcier. Et donc un sorcier qui lance des sorts. Et donc lui, il a plein de cartes sorts. Et donc, hop.
Voilà, donc j'ai sorti à peu près toutes les cartes qu'on a besoin. Donc on revient sur notre héros Danor. Donc on a Danor et on peut prendre aussi un héros qui est pas de la magie. On va prendre voilà, Madrigal. Donc alors par rapport à Danor, donc c'est un sorcier et il utilise des sorts. Donc les sorts, on a un deck de cartes qui est énorme. Vous voyez déjà, ça c'est les cartes que j'ai eues avec aussi, bien sûr, l'extension le compagnon de l'aventurier. Donc il y a les cartes de base et les cartes donc du compagnon d'aventurier. Et donc sur chaque mission, le sorcier, on va lui demander de tirer quelques cartes de sort. On va en prendre une qui est vraiment courante et qu'il se sert souvent. Euh, ah, Rupture des sceaux. Alors, comment se lit une carte donc de sort? Donc rupture des sceaux. On a le descriptif qui est marqué en dessous. Une unique protection magique située dans une case adjacente, soit voit sa puissance baisser de 1. Quand la puissance de la protection magique tombe à 0, elle est dispersée. Donc rupture des sceaux, c'est pour ouvrir des portes. Je vous rappelle qu'on a des jetons, et donc certains jetons sont magiques, et donc certaines portes nous demandent d'utiliser de la magie pour pouvoir les ouvrir. Et donc en utilisant rupture des sceaux, si le sort de la porte est à 2, on peut descendre le pouvoir de la porte à 1 grâce à cette carte. Cette carte est retournée en... Donc c'est une carte portée adjacente et c'est donc un sort mineur de magie commune. Et donc elle est retournée à 90 degrés. Et donc à chaque tour, la carte va donc sans changer de sens. Et quand elle reviendra dans ce sens-là, droite, le magicien pourra utiliser à nouveau rupture des sceaux. Il y a marqué pas de ligne de vue nécessaire, peut être utilisé même dans l'arc avant d'un ennemi. Alors ça, on reviendra dessus avec les arcs avant, les arcs arrière tout à l'heure. Donc ça, c'est une carte de sort qu'on a pour ouvrir les portes. Donc on a ce deck de cartes donc de sorts, vous voyez, qui est assez conséquent. J'ai acheté une extension, donc la dernière extension que j'ai achetée, donc on a eu des nouvelles cartes sorts. La seule différence, on sait que c'est des cartes de l'extension car les bouts sont arrondis comparés à celles-ci qui ne sont pas arrondies du tout. Voilà, c'est la seule différence, mais on sait. Mais bon, voilà. Et ensuite, sur donc le groupe de Facebook, j'ai téléchargé donc des nouvelles cartes de sorts que j'avais pas. Donc voilà, on a maintenant un énorme deck de cartes de sorts pour ce jeu. Donc c'est pour ça que je vous disais, quand on va sur ce groupe Dungeon Saga France, en plus des cartes qu'on a, on va se retrouver avec beaucoup de cartes et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément ce jeu parce que franchement, la communauté, ce qu'elles font, c'est vraiment magnifique. Alors, le magicien joue avec donc des sorts, mais pour pouvoir activer certains sorts, il a besoin de cristaux. Donc, on a des cristaux de puissance 1. On dit un cristal des cristaux. Donc, le cristal de puissance 1, un cristal de puissance 2. On a un cristal de puissance 3. Ça, ce sont les 3 cristaux qu'il y avait dans le jeu de base. Et bien sûr, quand on a pris les extensions, et ben on a rajouté le cristal de puissance 4. Donc le héros lance 4 dés supplémentaires lorsqu'il lance un sort qui nécessite un jet de dés. Le cristal peut aussi être utilisé pour recharger un sort en le tournant de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou pour lancer un sort dont le niveau est supérieur à celui du lanceur. Donc voilà, grâce aux cristaux,
on peut retourner un sort qu'on a besoin d'utiliser tout de suite. Donc ça, c'est des cristaux qui sont très importants pour notre ami Danor. Donc pour qu'il obtienne aussi des cristaux, Danor a un sort dans sa main. Donc il faudra, donc avec ce cristaux qu'il a dans sa, enfin avec ce sort qu'il a dans sa main, lancer un dé. Et quand il lancera le dé, par rapport au résultat qu'il obtiendra, il pourra obtenir un des sorts obtenus. Donc après, nous avons aussi un deck. Ça ne va pas tenir. Donc un deck de potions. Donc des potions de guérison. Nous avons des potions de bataille, des potions de hâte, des eaux de frénésie, des potions de furie, des potions miraculeuses. Donc tout ça, ce sont des potions qu'on a dans le jeu de base. Et donc moi j'ai imprimé donc d'autres potions, des potions de rage aussi, des potions de mana, des vins des elfes, des potions de sang. Donc vous voyez, en plus, qu'est-ce que j'ai imprimé comme autre potion. Donc ça nous fait un bon deck aussi là de potions. Donc encore plus de matériel pour jouer à Dungeon Saga. Ensuite, nous avons les équipements d'armure. Donc pareil, hein, des équipements d'armure que j'ai imprimés. J'en ai imprimé 4, 5, et je pense qu'il y en a encore plus. Hein. Donc nous avons 5 équipements d'armure. Donc les armures, elles, soit elles augmentent, comme je vous disais tout à l'heure, la défense. Donc même celle-ci, elles augmentent la défense, ou elles font d'autres effets sur le héros. Tout ce qui est équipement, potions, armes, de toute façon, c'est pas très compliqué. Vous avez qu'à lire le texte et c'est marqué quel effet elle accomplit et qu'est-ce qu'il faut faire sur la carte. Ensuite, on a des objets, on va dire, plutôt simples, mais qui sont très importants. On a des parchemins, des friandises pour gosier, de la poudre, vous voyez, de anneau d'Alus, ça aussi, c'est un truc que j'ai imprimé. On a l'os de dragon, on a les parchemins d'annulation, on a l'arsenal universel, on a le puits à souhait, la tête de succube, quelque chose encore que j'ai imprimé qui est ici, la bourse magique qui nous permet d'avoir, si le héros possède 2 ou 3 pièces au début de l'aventure, il gagnera une pièce d'or supplémentaire à la fin de l'aventure. Vous voyez, donc là on peut augmenter l'or qu'on a. On a d'autres équipements, on a le brin de chance, on a d'autres parchemins. Donc c'est des choses qui sont très importantes pour nos campagnes. Et donc j'ai imprimé d'autres cartes aussi, pareil, d'autres objets. Et enfin, on a les équipements d'armes. Alors là, pareil, là les armes, j'en ai imprimé un paquet. Donc parce que on avait un petit deck et je voulais en imprimer un bon petit tas. Hop, ça c'est ce que j'ai imprimé. Ça c'est ce que j'ai imprimé. Ça existait déjà, ça s'imprimait. Ça c'était déjà. Et ça s'imprimait. Donc, dans les cartes de base, on a le fouet, la masse, la lame, le bâton runique, la trancheuse, les flèches, le vive-épée, lame suivante, l'arc d'argent, celui-ci qui ouvre le ciel, les lames de foudre, on a le brise-siège, les jumeaux maléfiques, la tueuse de démons, l'aiguille volante, l'âche chantante, les épées de sommeil. Donc tout ça, ce sont des équipements d'armes qu'on a au départ. Et donc j'ai imprimé un autre deck de cartes d'armement. Donc on a les paires d'âches, les fléaux de vampires, on a l'arc du débutant, on a le bâton magique, l'âme cruelle, le brise-force, c'est déjà quelque chose qui existait, les paires de pistolets, et oui, le sabre, les pistolets à silex, les shurikens, les paires d'égorgeurs, l'âme cruelle, et le gourdin et la bombe flash. Donc, comme je vous ai dit, c'est pareil, on a un petit texte, on le lit et on applique les effets qui peuvent soit de nous augmenter un nombre de dés, ou soit de réduire les dés des ennemis. Donc après, tout ce qui est
carte objet, donc avec tout ce que j'ai imprimé et le deck normal, on se retrouve avec un gros deck comme ça. Et encore, j'ai pas tout imprimé parce que franchement, je pourrais franchement arriver jusqu'ici. Donc déjà, avant de vous parler des règles, je vous parle à peu près du matériel que j'ai moi pour jouer à Dungeon Saga. Comme ça, vous voyez à peu près tout le matériel que je dispose pour pouvoir faire mes campagnes sur ma chaîne et surtout à peu près le temps que ça me prend pour une mise en place. Donc après, on a les cartes événements. Voilà. On a les cartes chansons. On a les cartes donjons inexplorés. Donc c'est avec ça qu'on va créer nos scénarios si on veut. On peut créer des scénarios grâce à ces cartes-là, cartes donjons. Donc c'est plus simple de créer les donjons avec ça. Et ensuite, alors on a les cartes pièges. Donc on a les cartes pièges de départ et on a les cartes pièges que j'ai créées parce que j'ai créé des cartes pièges. Donc vous voyez là ici comme celle-ci, c'est fausse alerte. On a eu peur, mais heureusement aucun piège ne se déclenche. Donc vous voyez, on a des nouveaux pièges. Ça, ce sont donc des pièges que j'ai créés moi pour avoir encore de la rejouabilité. On a les cartes lieux. Donc un nouveau deck de cartes de lieux avec donc plein de lieux. Avec des cartes de lieux que j'ai aussi créées. Donc on a les cartes lieux de base et les cartes lieux que j'ai créées. Donc ça brille. Donc dans ces lieux, il se passe des événements en fait plutôt. Et donc en vous baladant, vous apercevez des pièces d'or qui ont l'air abandonnées. Vous tentez de les ramasser sans être vu. Faites un test de ruse en lançant un D6. Sur 5 ou plus, c'est réussi, vous gagnez 2 or. Sinon, c'est un échec, vous perdez une gloire, car les villageois crient aux voleurs. Donc voilà, vous avez des tests donc de événements quand vous arrivez dans les lieux. Et donc ces cartes-là, vous verrez tout à l'heure quand je ferai ma partie de mon passage en ville. Donc ça, ce sont des decks que j'ai créés exprès pour le passage en ville. Ensuite, on a les cartes bestiaires. Ça aussi, je m'en sers énormément. Donc pour quand je fais certains combats. C'est donc pareil, ça c'est les fanmails qui ont créé ça. Donc c'est des cartes que j'ai téléchargées et imprimées pour avoir un bestiaire énorme. Donc voilà. Vous avez les capacités. Donc pareil, regardez tout ça là. Tout ce qui est là. C'est toutes les capacités que j'ai imprimées. Donc vous voyez, il y a énormément de capacités que j'ai imprimées. Il y en a bien sûr qui ne sont pas imprimées. Il y en a qui sont des cartes de base. Mais j'ai imprimé pas mal de cartes de capacité. Donc ça me fait un gros deck en capacité. Ensuite, on a les cartes fouilles. Ça, vous les avez vues pendant mes parties. C'est quand on élimine un ennemi, on peut le fouiller et voir ce qu'il contient. Donc, on peut avoir des trésors, des pièges, vous voyez, ou rien d'autre. Ou des monstres errants. Et donc, les monstres errants, quand on tire sur une carte événement, justement, c'est là que viennent les cartes bestiaires. Les monstres errants viennent du paquet de cartes bestiaires. On a les cartes donc artisanat pour améliorer certaines armes. Quand on ira voir justement l'artisanat, ça c'est justement aussi un passage en ville, on peut s'en servir. Donc moi ça je m'en sers quand je vais en ville, les cartes artisanat. On a les cartes marchands. Ça pareil, c'est des cartes où je vais retourner et je vais choisir un tonneau et on verra ce que nous proposera le marchand. Ensuite, on a un petit deck, donc c'est les cartes donc du dragon, le tyran d'Alpi. Donc il a son deck spécialement dédié à lui. Et enfin, on arrive aux cartes donc maître du donjon. Donc les cartes réservées
à celui qui va jouer donc le maître du jeu quand on joue de 2 à 5 joueurs. Donc il a ça comme carte, plus celle-là que j'ai mis de côté parce que c'est les cartes que je me sers pour ma campagne. À chaque fois, je remélange un deck, je choisis un nombre de cartes qui est marqué sur le scénario. Quand on commence un scénario d'une campagne, on nous explique combien de cartes on doit piocher. Et donc, on tire le nombre de cartes et on joue avec ces cartes-là. Je vous expliquerai après, ils servent à quoi. Donc, on a les cartes donc maître donjon quand on joue de 2 à 5 joueurs. Donc, vous voyez, on a quoi de faire la rejouabilité, car j'en ai même encore imprimé aussi. On a maintenant pour le mode solo, et là, qui vient d'arriver, donc le mode solo. Ah, ça c'est une carte sort, ça n'a rien à faire là. Je vais l'enlever, elle n'a rien à faire ici celle-là. Ok, je sais pourquoi elle était là. Justement, elle me servait. C'est pour mon mode campagne. Alors, on a les cartes maître invisibles. Ça, c'est pour quand on veut jouer en mode solo. Donc, pareil, je vous expliquerai comment elles se lisent. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer à peu près les règles. Je vais vous expliquer quelques systèmes de règles. Bien sûr, je pourrais revenir dessus si vous avez d'autres questions. Alors, pour les règles de Dungeon Saga, on va prendre une tuile, une grosse figurine et des petites figurines. Et on va prendre 2 héros. Donc dans Dungeon Saga, c'est toujours les héros qui s'activent en premier. Alors, avant de vous faire montrer l'activation, on va voir déjà à peu près comment se passe une mise en place. On va prendre le tutoriel, c'est la même chose que une campagne normale. Donc, alors, d'accord, le tutoriel il me donne pas ce que j'ai besoin, donc on va prendre autre chose. On va prendre la campagne que je fais en ce moment. Alors, dans le mode campagne, on a donc l'aventure qu'on doit lire. On a après donc les héros. Et donc ça, c'est ce que pour ce premier partie de jeu, on demande ce que les héros doivent prendre comme carte pour pouvoir commencer la partie. Voilà. Pour l'instant, on applique exactement les effets qui est marqué sur le livre. Ensuite, on a le maître donjon. Donc si on joue de 2 à 5 joueurs, le maître donjon, donc de toute façon, il n'y a que lui qui va lire le livre de campagne. Il va prendre 8 cartes de maître du donjon. Et il va s'activer une fois par tour. C'est bien marqué. Donc à chaque tour, il va s'activer une fois. Donc les 8 cartes maître donjon, c'est des cartes compte tour. Donc c'est le nombre de tours qu'on a pour réussir le scénario. Bien sûr, on a des conditions de victoire. Donc les conditions de victoire, on nous dit ce qui se passe pour les héros. Et donc les conditions de défaite, donc pour nous, héros, si on joue les héros, c'est donc que il n'y a plus de cartes maître donjon, que ça soit en pioche ou en main du maître. S'il n'a plus de cartes, que ça soit dans sa main ou dans sa pioche, la partie est terminée. Et la deuxième condition de défaite est que un des héros tombe au combat. Ensuite, donc les héros vont faire un déplacement. Et donc,
si je veux attaquer cette figurine ici, il faut faire attention à ce qu'on appelle l'arc avant de la figurine. Donc l'arc avant, c'est les cases où il y a les dés. Si je dépasse les cases où il y a les dés, je passe donc la figurine et on appellera tout de suite une réaction de l'ennemi. Et l'ennemi me fera donc une attaque d'opportunité. Comme là, j'attaque en face, il ne peut pas me faire une attaque d'opportunité car je n'attaque pas dans son arc avant. Mais par exemple, si j'étais passé par là et que j'avais fait ça pour essayer d'atteindre ici et que j'étais passé par là où il y a les dés, le guerrier squelette qui est ici m'aurait fait une attaque d'opportunité. Donc, avant que je passe, il va m'attaquer. Sinon, non. Sinon, je passe normalement et je fais mon attaque. Donc, mon attaque se résout à faire un jet de dés. Donc, je peux lancer jusqu'à 4 dés. Et lui, on va regarder donc par rapport au tableau combien de dés il va lancer. Donc, on sait que c'est souvent 2 dés. Et on va lancer les dés et voir si on dépasse ou non l'armure. Je sais qu'ils ont 2 d'armure. Par exemple, si lors de mon lancer, ça m'arrive souvent, on fait 2 6 et un 5 et un 2. C'est un exemple. Et que lui, il fait un 4, un 3, parce qu'il lance 2 dés, un 4 et un 3. On voit que les 3 premiers dés ont dépassé l'armure. Donc je vais obtenir 3 résultats positifs. Donc je vais lui mettre 3 dégâts. Mais là, on va regarder ce qui se passe sur le tableau. Et quand on lui met 3 touches, on se repère au tableau. Et le 3 touches me dit que je détruis la figurine. Si je fais 2 touches, je transforme la figurine en tas d'os. Et si je fais qu'une seule touche, il n'y a aucun effet. Ensuite, donc il y a l'arc avant, qu'il faut faire attention. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'arc arrière de la figurine. Et donc l'arc arrière de la figurine, ça concerne donc que ce soit les héros ou les ennemis. Donc quand on attaque dans l'arc arrière de la figurine, que ce soit héros ou ennemi, a un malus. Donc les malus, c'est soit on enlève un dé, soit on enlève un bouclier. Mais c'est souvent des dés qu'on enlève. Si on ne peut pas enlever les dés, on enlèvera les boucliers. Ensuite, il y a l'attaque en surnombre. Donc pour l'attaque en surnombre, c'est pareil. Si ma figurine ennemie est ici et que moi j'ai mes 2 figurines qui sont ici, vous voyez bien qu'on est en surnombre. Donc quand je vais attaquer le guerrier squelette, nous serons en surnombre. Donc la figurine aura un malus. Par contre, la figurine, on va prendre sur une figurine héros. Là, il se trouve que le héros a un malus parce qu'il y a 2 ennemis et lui il est tout seul. Mais par exemple, s'il y a un 3e ennemi qui arrive, il n'y aura pas un 2e malus. Le malus a déjà été appliqué. On ne l'applique pas une 2e fois. On applique le malus une seule fois. Donc voilà. Ça, c'est les règles toutes simples de Dungeon Saga, on va dire de déplacement et d'attaque. Et de l'arc avant et de l'arc arrière. Car moi, il y a certaines règles que j'ai modifiées dans le mode solo. Parce que c'est un jeu qui est bien, c'est qu'on peut modeler les règles. Donc vous verrez, moi, comment j'ai modelé les règles. Parce qu'il y a certaines règles, j'étais obligé de le faire. Mais bien sûr, c'est pour qu'il y ait une équilibre dans le jeu, une équilibration dans le jeu que je l'ai fait. Hein. Donc que ça soit pour les gentils, pour les héros. Donc j'ai bien équilibré mes règles à moi. Parce qu'il y a une règle aussi. Ça, j'en parlerai quand j'expliquerai mes règles. Qui est... On va mettre 2 figurines. Toi, attends le chien. Toute simple.
quand la figurine va se déplacer. Donc on va dire elle a un déplacement de 6. Donc elle va se déplacer de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, si je veux faire mon 6e déplacement, donc je vous rappelle, on passe dans l'arc avant de la figurine, donc il y a une attaque gratuite de l'ennemi. Mais si je m'arrête à 4, voilà, je m'arrête à 4, je fais mon attaque, tac tac tac, ok, je détruis la figurine. À partir du moment où me suis déplacé et attaqué, dans la règle de Dungeon Saga, je ne peux plus faire le reste de mes mouvements. Par exemple, s'il me restait 2 mouvements à faire, je ne peux pas les faire. Mon tour s'arrête là. Ça, c'est les règles de déplacement originales de Dungeon Saga. Pour les sorts, on a ce qu'on appelle les sorts dans la ligne de vue. Donc, il faut une ligne de vue. Donc, par exemple, si mon magicien va lancer un sort sur le squelette et qu'il lui faut une ligne de vue, même si c'est pas le magicien, hein, c'est le nain, mais bon, c'est pas grave. Si le magicien, bon, lui, il lance des sorts. Non, c'est pas lui qui lance des sorts, c'est un autre. Bon, c'est pas grave. Alors, si le magicien a besoin d'une ligne de vue pour lancer de sorts, il faut qu'il soit vraiment... Il n'y a aucun obstacle. C'est-à-dire, si par exemple là, il y avait une pierre, là, il n'y a pas de ligne de vue, je ne peux pas lancer mon sort. Il faut à tout prix qu'il n'y a rien en face pour pouvoir lancer mon sort. Ensuite, il y a certains sorts où, par exemple, on va dire que ça c'est un gros rocher, on n'a pas besoin de ligne de vue pour lancer les sorts. Donc, par exemple, si mon magicien veut attaquer le guerrier squelette qui est derrière une armoire, il pourra l'attaquer car le magicien a la capacité avec ses sorts de pouvoir faire des jets de sorts sans ligne de vue. Ensuite, il y a des sorts où on ne peut pas les faire au corps à corps. Il faut être dans un arc, on va dire, ils appellent ça, je ne sais plus comment ils appellent ça sur les cartes, il faut être sur le côté ou sur une ligne de vue nécessaire. Ouais, ils appellent ça. On ne peut pas le faire en face. Donc il y a deux sortes de sorts. Le sort où on a besoin d'une ligne de vue et le sort où on n'a pas besoin de ligne de vue. Par exemple, pour pas de ligne de vue, par exemple je suis ici et je veux attaquer le squelette qui est ici. Vous voyez là, je pourrais pas parce qu'il y a un espace. On voit pas. Je vais reculer un peu. Voilà, donc là il y a un espace entre ici. Donc à partir du moment où il y a un espace, il n'y a pas la continuité de la tuile, donc il n'y a pas de ligne de vue, je ne peux pas lancer mon sort. Et bien grâce à ce sort qui est une capacité spéciale où je peux faire des sorts pour attaquer des ennemis sans ligne de vue, je pourrais le faire. Ça, c'est la capacité du magicien. Il peut lancer des sorts sans ligne de vue. Ensuite, donc le maître du donjon, quand on joue avec un personnage, avec un héros, enfin un qui joue les héros et un qui joue le maître donc, du jeu. Donc, lui, il vient avec, le maître de donjon vient avec son deck de cartes. Donc par exemple, si on nous dit qu'il a 8 cartes dès le départ, il va piocher ces 8 cartes. Voilà. Et donc, lors de son premier tour, il va tirer un nombre de cartes qui est bien prédéfini dans le livre de scénario et dans le livre de règles. Par contre, c'est juste ça, ce petit bémol que j'ai jamais rien compris. C'est pour ça que je préfère jouer en mode solo qu'en mode coopératif. Parce qu'ils disent qu'en mode coopératif, il faut, si je ne me trompe pas, vous voyez, ça c'est l'exemple, comme je vous disais, pour les recharges de sorts. Vous voyez les cartes, comment elles doivent être mises. Voilà.
tac, tac, tac. C'est où j'ai vu ça? Ouais, on est là. Alors, ok, non, c'est bon. C'est moi qui avais mal lu, mais enfin j'ai compris. En fait, quand on est le maître donjon, donc on va tirer les 8 premières cartes donc du deck et on va commencer à tirer 3 cartes pour sa première main. Et donc on va lire les cartes. Et donc on va jouer une seule carte par ordre de tour. Là, je vous parle d'une carte parce que lors de la campagne que je joue, le premier scénario, on demande de jouer une carte par ordre de tour. Donc il va prendre ses 3 premières cartes. Hop. Et il va regarder ses cartes. Et il va en choisir une quand ça sera à son tour de jouer. Voilà. Il jouera une carte et donc il appliquera les effets qui est marqué ici et ici. Donc ici, c'est une interruption. Le maître de donjon peut donner un ordre entre 2 tours joués par héros. Cette carte, il y en a, je crois, 2 ou 3 dans le deck. C'est les seules cartes qui peuvent interrompre un tour d'héros. Ce qui veut dire, c'est que on a 4 héros. Les 4 héros vont jouer simultanément, enfin tour après tour, leur tour d'action. Le premier va jouer ses tours d'action, le deuxième il va jouer ses tours d'action, le troisième et ainsi de suite. Et quand ils auront joué, c'est au tour du maître donjon de jouer sa carte. Le maître donjon, la seule fois où il peut intervenir et jouer avant les héros, c'est grâce à cette carte qui est interruption. Donc il va pouvoir interrompre un tour d'un héros et jouer avant lui. Et à ce moment-là, demander à une figurine de s'activer et de attaquer. C'est la seule fois où il peut s'activer avant les héros. Donc les cartes, il a 8 cartes dans la main. Il en pioche 3, il en choisira une à chaque tour. Et dès que le maître donjon n'a plus de cartes en main ou en pioche, la partie s'arrête et c'est terminé. Les héros ont perdu. Donc vous voyez, le maître donjon, lui, c'est pas très compliqué. Il a un deck de cartes. Il a 8 tours pour empêcher les héros d'arriver à leur objectif. Et lui, il active les figurines, que ce soit ennemies qu'il a, la même façon que les héros. Elles se déplacent, elles font leur mouvement et elles attaquent. Ça, c'est pas compliqué. On prend le tableau, on regarde leur déplacement, comment elles se déplacent, quel dé elles lancent pour attaquer et quel dé elles lancent pour se défendre. Et ça, c'est quand les héros font les attaques. On regarde combien de touches on leur a fait et on élimine les figurines. Les 2 seules figurines qui ont besoin de plusieurs touches pour être éliminées est le troll et le spectre. Le spectre, il faut à tout prix lui faire des 6. Si on ne lui fait pas des 6, on n'élimine pas la figurine. Le troll, lui, il a, hop, vous voyez, 4 points de vie. Donc il faut lui faire 4 touches sur un jet. Si on ne lui fait pas 4 touches, on lui fait 2 touches, et bien il lui restera 2 points de vie. Et ainsi de suite jusqu'à lui faire les 4 touches. Ensuite, donc ça c'est pour les attaques, les déplacements, la ligne de vue, hein, c'est pas compliqué. Hein. Si vous avez rien qui vous obstrue devant, vous avez la ligne de vue. Si vous avez des murs ou des obstacles, vous n'avez pas de ligne de vue. Pour certaines attaques, il vous faut une ligne de vue, à part le magicien, comme je vous expliquais, qui lui lance des sorts où il n'a pas besoin de ligne de vue. Ensuite, on peut revenir sur quoi à peu près sur les règles pour vous aider à jouer. Donc, on a donc, les cartes du tour. Donc voilà, les mouvements, donc comme je l'ai dit, l'arc avant, vous le voyez bien dans le dessin, ici, les cases qui représentent l'arc avant.
Et les cases bleues représentent l'arc arrière de notre ennemi. Ensuite, on a les résolutions de combat, ça on le sait, on lance des dés. Bien sûr, si nos dés sont supérieurs à l'ennemi, on fera des dégâts. S'il est inférieur, on ne fera pas de dégâts. Alors, la seule différence avec les héros, c'est que par exemple, si un ennemi touche un héros, et que par exemple sur les dés, il va lancer l'ennemi, par exemple, je vous dis une bêtise, il va lancer 4 dés, et il fait 5, 4, et puis mon héros fait que des 2, mon héros ne prendra pas 3 dégâts. Il prend à chaque fois un seul dégât par attaque. Donc là, il ne prendra pas 3 dégâts, mais il prendra un dégât. Comparé aux ennemis, il faut calculer le nombre de dégâts qu'on fait, pour voir le nombre de touches qu'on fait, pour pouvoir soit avoir aucun effet, soit disloquer la figurine, soit détruire la figurine. Donc ça, par contre, c'est la seule différence qu'il y a entre les héros et les ennemis par rapport aux touches. Les grandes créatures, c'est pareil que les petites figurines. Hein. Ils ont l'arc avant, comme on peut le constater, et l'arc arrière. Elles se déplacent, les grosses figurines. Donc si je fais un mouvement de 1 de une case, c'est pas parce que j'ai fait ça que là j'ai fait 2 déplacements. J'ai fait que 1 déplacement. Tourner une figurine d'un quart, c'est faire un déplacement. Pareil, si je refais ça, c'est un déplacement. À partir du moment où je tourne la figurine, ça compte comme déplacement. Après, on a les cartes. Hein. Ça, les cartes, c'est pas compliqué, comme je vous ai dit. Il suffit de lire les cartes. Donc, pour moi, Dungeon Saga est vraiment pas le jeu le plus compliqué de tous les jeux que j'ai. De tous les Dungeon Crawlers. C'est pour ça que j'aime énormément ce jeu. Alors, après, on va venir au mode solo. Alors, au mode solo, j'ai créé, moi, mon mode solo. Parce que quelqu'un avait déjà créé, qui s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait créé son mode solo. Et donc, dans ce mode solo que j'ai créé, j'ai essayé de créer quelque chose pour équilibrer le jeu. On a l'apparition des Tados. Ça aussi, il faut que j'en parle quand on joue à 2 à 5 joueurs. Moi, quand un ennemi, un ennemi apparaît devant un héros, en fait, on a le Tados qui est ici. Par exemple, on a notre héros là. Je vais vous faire montrer. Le dé rouge, c'est un Tados. Et par exemple, si le maître donjon veut bloquer le héros, il va réanimer le Tados et faire apparaître un squelette. Sauf que quand je fais ça, là, le héros qui est ici a une attaque d'opportunité. C'est-à-dire il peut attaquer le Tados qui vient de se réanimer et pourquoi pas pouvoir l'éliminer. Moi, dans ma règle que j'ai fait, s'il y a un Tados et que je réanime un guerrier squelette, le héros n'a pas l'attaque d'opportunité. Ensuite, par rapport à ce Tados, on a une autre configuration. Quand le maître du donjon active, par exemple, on va dire il y avait un Tados ici, active un Tados, quand la figurine arrive, on fait juste ça. Quand on joue de 2 à 5 joueurs. Quand on joue en mode solo, avec mes règles à moi, quand j'active la figurine, normalement je devrais m'arrêter là, mais moi, je l'active en même temps. Elle a le droit de faire ses mouvements plus son attaque. Ça, c'est dans mes règles. C'est pas dans les règles officielles, attention. Dans les règles officielles, quand la figurine apparaît, elle fait juste l'apparition. Elle ne fait pas de mouvement ni d'attaque. Moi, dans mes règles, elle apparaît et elle peut faire son mouvement et son attaque contre le héros. Ensuite, ma troisième règle que j'ai inventée. Ah, voilà. Pareil. On a le héros qui est en face
d'un ennemi, dans les règles officielles, je dois faire mon mouvement et mon attaque. Si je fais pas de mouvement et que je fais mon attaque, c'est terminé. Elle ne peut plus se déplacer. Dans les règles de mon mode solo, j'attaque la figurine, j'élimine la figurine et je me déplace. Ça, c'est dans mes règles à moi. Je répète, elles ne sont pas officielles. Ensuite, on a le déplacement. Ça qui sont les mêmes règles, que ce soit mes règles à moi ou les règles officielles de Dungeon Saga. Hop, on va prendre le déplacement. Donc, je vous rappelle, j'ai la figurine, elle peut aller tout droit, elle peut aller en diagonale et avancer. Quand il n'y a pas possibilité, vous voyez ici, il n'y a pas possibilité, car on n'a pas, ça sera mieux comme ça, je pense. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Je peux me déplacer tout droit, mais je ne peux pas me déplacer en diagonale puisqu'il n'y a pas de cases qui me permettent de pouvoir faire le déplacement en diagonale. Pareil ici. Je n'ai rien ici qui me permet de pouvoir me déplacer. Bien sûr, il y a certains... Là, c'est un scénario comme ça, mais il y a certains jeux où il y a une petite tuile qui est ici. Donc, on pourra se déplacer sur la tuile. Mais sinon, à partir du moment où il n'y a pas de case, on ne peut pas faire de déplacement en diagonale. Ça, c'est les règles officielles de Dungeon Saga et que je n'ai pas changé. Pareil, s'il n'y a pas, s'il y a des obstacles qui nous empêchent de passer, je ne peux pas aller tout droit. Hein. Ça, c'est les règles officielles. Je ne peux pas aller tout droit. Je ne pourrais pas, par exemple, aller sur le côté. Pareil, hein, vice versa. Hein. Si je suis là, je ne peux pas aller là. Si elle est en face, je ne peux pas aller en face. Si elle est là, je ne peux pas aller sur le côté. S'il y a des trous, voilà, s'ils appellent ça des trous, je ne peux pas me déplacer où il y a les trous. Ensuite, si j'ai un héros ici, et un ennemi ici, que moi je suis en train de me déplacer, je ne peux pas, hop, vous voyez, faire deux déplacements et venir ici. Les figurines m'en empêchent. Je ne peux pas passer la figurine ennemie pour aller ici. On ne peut pas sauter les figurines pour pouvoir faire son déplacement. Ensuite, la réanimation. Lors de la réanimation, on nous dit que dans le livre de campagne, qu'on peut réanimer 2 guerriers squelettes ou 2 archers squelettes. Sauf que on nous dit pas quels seraient ces guerriers qu'on va activer. Donc moi j'ai pris une règle de... faut que je me rappelle de son nom à lui. C'est pas bien. Pas bien. Comment s'appelle ce charmant monsieur qui a une chaîne YouTube et qui parlait du jeu. Ça, c'est pas bien. Hop. Donc ce charmant monsieur s'appelle Color Fuminis. Color Fuminis, je sais pas si je le dis bien. Voilà. C'est lui qui a créé ce mode solo. Et donc moi j'ai modifié certaines règles de son mode solo. D'accord? J'ai pas tout modifié, mais j'ai modifié certaines choses. Donc lui, dans son mode solo, il disait que pour pouvoir choisir l'apparition des guerriers squelettes ou des archers squelettes, il lançait un dé de 6. Et si c'était un chiffre pair, il faisait apparaître des archers squelettes. Et si c'était un chiffre impair, il faisait apparaître des guerriers squelettes. Ensuite, on a
pendant la campagne, quand on va fouiller les coffres, il y a certains coffres qu'on peut fouiller, on va obtenir des objets. Dans la règle officielle, quand la partie est terminée, ces objets-là disparaissent. Car si on prend un scénario de campagne, on peut voir plutôt certains coffres qui vont être ouverts. Et les guérisons ou les potions de bataille ne sont pas réparties ici. D'accord? Elles sont définitivement perdues. Moi, dans mon mode à moi, à partir du moment où on va fouiller un coffre, si on obtient des potions de bataille ou des potions de guérison et qu'on ne s'en est pas servi, on pourra s'en servir lors du prochain scénario. Ça encore, c'est une règle qui n'est pas officielle, c'est ma règle à moi, pour jouer à ma façon à moi, dans mon mode campagne à moi. Ensuite, j'ai fait quelques autres règles, comme la fiche pour les points de gloire. Ça, je sais que ça va intéresser quelqu'un. L'or, le repos, les tableaux de campagne, les lieux, les fouilles, la carte maître invisible plus maître donjon, les cartes monstres errants, les tableaux de quête et les feuilles de personnages de compagnon. Donc, moi, j'avais fait un petit tableau. Et donc, quand on joue en campagne, on va gagner des points de gloire et bien sûr de l'or. Comment ça va se passer? On a un tableau. Ce tableau-là existe sur le groupe Dungeon Saga France ou sur un autre site, je sais plus, ou je crois que même sur le bouquin du maître du compagnon de l'aventurier, il existe ce tableau. Donc on a la gloire, l'expérience et l'or. Lors de notre première partie, on ne gagne pas de gloire, on ne gagne pas d'expérience, on ne gagne pas d'or. Et à chaque fois qu'on gagnera de la gloire, on gagnera de l'expérience et de l'or. Bien sûr, à un certain moment, il faut gagner un nombre de points de gloire pour gagner un nombre de points d'expérience. Et vice-versa. Ces points d'expérience, à quoi ils servent? Parce que c'est bien de gagner des points d'expérience, mais si c'est pour faire joli, ça sert à rien. Eh bien, vous avez, dans Dungeon Saga, encore ça, c'est quelque chose qui n'est pas officiel, qui a été créé par un fanmade, la possibilité, quand on va sur des lieux, donc voilà, vous avez vu mon tableau que je fais quand je fais des missions, j'ai même une gestion des campagnes. Donc ça, c'est mes fiches de personnages quand ils gagnent des points d'expérience et de l'or. Ça, c'est quand je veux créer quelque chose. Donc là, on a la ville. Donc je vous rappelle, avec les tonneaux, tout ça. La cité. Ma zone de repos. J'ai fait un petit dessin. Donc dans ma zone de repos, on récupère des points de vie pour revenir au max. Parce que moi, je me rappelle, dans mon mode campagne, les points de vie qui sont perdus, le seul moment où on peut les récupérer, c'est d'aller en zone de repos. Sinon, on ne récupère pas ces points de vie. Si je ne fais pas un tour en zone de repos, je ne pourrai pas récupérer mes points de vie. Donc, on a l'endroit, donc des endroits donc, pour les lieux. Et donc, ces points d'expérience pourront être utilisés en allant voir donc l'artificier ou essayer d'aller voir le monsieur l'arbre de mage. Donc c'est la campagne pour aller plus loin. Et donc on a, vous voyez, gain de niveau. Et avec les niveaux, ce qu'on peut améliorer, c'est tout simple. Vous voyez, on a le tableau ici. Là, on peut aller jusqu'au niveau 20. C'est pas un niveau de gloire, ils ont inversé. On peut aller jusqu'au niveau 20 expérience. Et grâce avec donc ces expériences, on peut apprendre des capacités spéciales pour nos héros, pour qu'ils soient encore beaucoup plus puissants.
Et grâce à ces points d'expérience, après, on va aller sur un arbre. On choisira un arbre. Vous voyez, il y a l'arbre le mage, l'arbre du défenseur, l'arbre du combattant et l'arbre du tireur. Et à chaque fois qu'on gagnera un point d'expérience, on montera sur l'arbre et on choisira une compétence supplémentaire pour améliorer notre héros. Moi, c'est comme ça que je fais avec mes points d'expérience quand je gagne des points d'expérience. Voilà pour les points d'expérience. Donc, les points d'expérience servent pour aller voir le magicien aux arbres magiques. Donc, il vous donnera des capacités et des pouvoirs beaucoup plus puissants grâce aux points d'expérience que vous aurez. L'or sert à acheter, c'est tout simple, hein, des armes ou des équipements lors de l'achat quand on va en ville. Vous voyez que sur certaines cartes, on nous demande le nombre d'or que coûtera la carte. C'est comme ça qu'on peut acheter des équipements en allant en ville, en achetant des équipements pour que nos héros soient beaucoup plus puissants lors de futures parties. Donc comme je le disais, pour le mode solo, le compagnon de l'aventure, il vous faut le compagnon de l'aventurier. Et quand vous avez le compagnon de l'aventurier, vous avez donc un deck qui va remplacer donc le maître de donjon, ce qu'on appelle les cartes IA, donc artificielles, c'est elle qui remplacera donc les actions des ennemis. Pour le contour, on est obligé de piocher les cartes du maître donjon. Donc on piochera toujours les 8 cartes. Si on dit 8 ou 12, 15, on piochera le nombre de cartes qui nous est demandé. Et elles serviront juste comme contour. Pas plus. À chaque tour de nos héros joués, on défaussera une carte, ça veut dire un tour joué. Par contre, la différence avec les cartes maître invisible, c'est qu'à chaque fois qu'un héros a joué, on va tirer une carte et on va aller directement dans interruption. Et si c'est marqué non, il ne se passe rien, le prochain héros pourra jouer. Et si c'est marqué interruption, on nous voit une phrase comme il faut en trouver une, voilà, celle-là par exemple. Interruption, oui. Alors, la carte artificielle va s'activer, ça veut dire qu'il y a une figurine ennemie qui s'active. Donc on regarde combien de figurines vont s'activer. On regarde la menace. Donc on essaie de voir quelle est la figurine qui est, son ordre, et on active la figurine. Si en regardant tout ça, on ne peut pas activer de figurine puisqu'il n'y a plus de figurines sur le plateau, normalement, dans la règle officielle, on n'active pas de figurine. Moi, dans ma règle officielle, on va tirer la carte contour qu'on a défaussée, on va la retourner et on va appliquer l'effet qui est marqué ici. Animation de 3 morts. Ce qui veut dire, c'est que si elle me dit interruption oui, mais que j'ai pas de figurine, et que je tire la carte maître donjon, parce que je ne peux pas activer la carte, je tire la carte maître donjon, me dit activation de 3 figurines, je vais placer 3 figurines sur le plateau, et le tour du maître donjon est fini. Après, le héros va rejouer jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle interruption. Et donc, quand il y aura une nouvelle interruption, on pourra activer les figurines qu'il y a sur le plateau. Si les héros, bien sûr, ne les ont pas éliminés avant. Voilà pour les cartes, donc maître invisible pour le mode solo. On est obligé d'avoir ces cartes-là. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc, je vous ai fait un peu un tour global des règles. Donc, sachez que Dungeon Saga se joue de 2 à 5 joueurs. Qu'il faut, si vous avez juste le jeu de base, un maître donjon qui va faire. Donc, celui qui va mettre en place le donjon, qui va activer. Il n'y aura que lui qui verra ce qui se passera. Et vous, héros, vous aurez une fiche de personnage
avec donc vos capacités de déplacement, d'attaque et de défense et une capacité spéciale, plus certaines cartes que vous aurez. Si dans la campagne, dans le début de la campagne, on vous dit que vous avez le droit d'avoir ces cartes-là. Et après, vous commencez à jouer, donc vous ferez vos mouvements. Attention à l'arc avant et à l'arc arrière pour pas avoir des malus, que ce soit si vous dépassez une figurine, pour pas avoir des attaques gratuites d'ennemis. Voilà. Et d'autres règles, donc attention aux tours. Vous avez un nombre de tours défini dans ce jeu quand vous jouez de 2 à 5 joueurs. Après, certaines capacités, donc comme je vous ai dit, du magicien, lui, peut attaquer s'il n'a pas de ligne de vue. Il y a certains sorts qui lui permettent d'attaquer sans ligne de vue. Sinon, il y a certains sorts où il a besoin d'une ligne de vue. Ensuite, il a une capacité rupture des sauts, donc c'est pour pouvoir ouvrir des portes. Et grâce à ces cristaux, il peut réactiver plus vite ses sorts, grâce aux cristaux. Ensuite, on a donc le mode solo. Et donc avec le mode solo, on peut faire, c'est là que moi intervient aussi souvent mes cartes fouilles, qui sont ici. Car quand je détruis une figurine, je mets une petite étoile au sol. Et si je ramasse cette étoile, je peux aller faire une fouille. Et donc pour aller faire cette fouille, on a bien sûr, et ça encore c'est un bonus, quelque chose que vous pouvez trouver sur le groupe de Dungeon Saga France, ce qu'on appelle un tableau. Eh oui, parce que si on réussit à faire des bons résultats, hein, on a la table des butins quand on va fouiller un tonneau, quand on va fouiller certains coffres, quand on va fouiller certains râteliers, des coffres de serrures, table des événements et la table des monstres. Quand on va fouiller un monstre, vous voyez, on voit ce qui se passe, les butins des monstres, vous voyez, la table des trésors, les pièces secrètes, et enfin, ça c'est quand on fouille un tonneau, on regarde quel est le résultat qu'on va faire avec 2 chiffres et on obtient un des objets. Pareil pour le râtelier d'armes. Par contre là, le râtelier d'armes, attention, il vous faut un niveau. Vous n'avez pas de ce niveau-là, vous ne pouvez pas obtenir ces armes-là. Pour le coffre des serrures, pareil. Et pour la table des coffres coffres à verrou magique, c'est la même chose. Ça complexifie un peu plus le jeu, mais c'est ce que j'aime bien. Comme une des campagnes que j'ai créées, enfin un scénario, le retour de la Bianchi, vous voyez, la mise en place que vous avez besoin de faire. Donc voilà, je suis revenu à peu près sur des règles qui est, on va dire, toutes simples, hein. Donc pour monter en expérience, eh ben, il faut gagner de la gloire. Pour gagner de la gloire, eh ben, il faut gagner le scénario. Quand vous gagnez le scénario, vous gagnez des points de gloire. Donc avec ces points de gloire, vous pourrez monter en expérience. Et avec ces points d'expérience, vous pourrez aller voir le maître nécromantique. Et grâce à lui, avoir des capacités spéciales pour être beaucoup plus puissant lors de futures campagnes. Et pourquoi pas aussi aller voir l'homme artisanat pour améliorer vos armes. Ça, c'est dans mon mode solo à moi que j'ai créé. Et donc, on a aussi certaines. On est obligé d'aller surtout faire un repos pour se reposer, pour se soigner. Donc, je vous rappelle, allez sur le groupe Dungeon Saga France, car il y a pas mal de choses qui ont été créées. Des campagnes, des cartes, des scénarios, des personnages. Allez-y. Phil Forbras a fait un super travail là-dessus. Donc voilà, que vous dire pour les règles de Dungeon Saga, pour moi, sont très très simples. Ce que vous devez faire attention, c'est au déplacement, aux lignes de vue, lors de vos jets de dés. Sinon, franchement, il n'y a rien de compliqué, même pour ce qui est les points de gloire, comment on gagne les points de gloire.
tout est marqué, c'est vraiment pas compliqué. Vous gagnez un scénario, vous gagnez un nombre de points de gloire. Si vous gagnez pas le scénario, ben, vous gagnez pas de gloire. Et vous augmentez votre expérience comme ça. Pareil pour que ce soit les déplacements, l'arc avant ou l'arc arrière. C'est pas compliqué. Quand on a ces cases ici, les 6 cases bleues sont l'arc avant. Et pour l'arc arrière, c'est pas compliqué. C'est les 3 cases arrière. Voilà. Après, pour la ligne de vue, je vous rappelle, hein, s'il y a des tonneaux ou quoi, vous ne l'avez pas la ligne de vue. Pour les déplacements, on ne peut pas se déplacer entre figurines. Il n'y a que le magicien qui, lui, a des capacités de pouvoir faire des attaques sans ligne de vue. Ensuite, il y a des nouveaux pièges, tout ça. Donc ça, c'est pour améliorer votre deck. Donc si vous pouvez voir, je vais vous faire montrer vite fait. J'ai un deck conséquent de cartes. Vous voyez, j'en ai à peu près partout. Des cartes, des cartes, des cartes, des cartes. Avec tout ce que j'ai imprimé. Plus tout ce que j'ai imprimé en scénario. Donc, vous voyez, j'ai tout ça. Hop là. Plus encore une autre boîte avec tous les scénarios, toutes les campagnes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo qui a duré assez longtemps est assez explicative. Excusez-moi de me bégayer. Donc j'espère que ces petits points de règle, vous allez les apprécier. Alors, si vous voulez des règles bien précises sur certains passages du jeu, dites-moi dans les commentaires et je vous les ferai. Car je connais tellement le jeu que je pourrais vous les faire. Là, vous expliquer comme ça, c'est juste pour faire une petite vidéo explicative pour vous expliquer quelques règles, pour moi, qui sont les règles les plus simples de Dungeon Saga. Les déplacements, hein. Pour utiliser une carte, c'est vraiment pas compliqué, hein. Vous avez juste à lire l'effet, et l'effet est marqué sur la carte. Donc, ligne de vue, pas ligne de vue. Attaque à distance, pas qu'attaque à distance. Pareil pour les armes. Est-ce que j'ai le droit d'avoir 2 dés supplémentaires? Sachez que sur les cartes, c'est bien marqué le nombre de dés maximal que vous aurez à pouvoir lancer lors de vos attaques. Par exemple, si votre héros lance déjà 4 dés et qu'on vous dit que vous avez un maximum de 6 dés, c'est-à-dire que vous lancerez 2 dés supplémentaires. Vous ne pourrez pas aller au-dessus des 6 dés à chaque fois. Sinon, ça devient trop facile. Ensuite, voilà, après pour les attaques des ennemis, c'est pareil, vous regardez le nombre de dés qui vont lancer en défense et vous le nombre de dés que vous avez en attaque. Et vous appliquez les effets, vous regardez si votre résultat est supérieur à eux. Et vous regardez si vous détruisez la figurine ou pas. Eux, s'ils vous attaquent, je vous rappelle que même s'ils vous font 3 touches d'un coup, ils vous feront qu'une seule blessure. Par contre, quand les héros attaquent les boss, c'est la même chose que s'ils s'attaquent eux-mêmes. S'ils font 3 touches d'un coup, ils feront qu'une seule blessure au boss. Les boss sont les mêmes figurines que les héros. Ils ont les mêmes fiches. Ils ont des fiches comme ça. Donc les boss. Il n'y a que les ennemis qui ont un tableau nécromantique où on voit leurs résultats dès le départ. Voilà, c'était une petite vidéo qui a duré assez longtemps quand même, mais je voulais vous en parler, vous faire montrer. Donc une petite vidéo de Dungeon Saga sur les règles. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Alors si vous voulez d'autres règles, d'autres explications de règles, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je revienne dessus. Là, c'était vraiment une vidéo. Alors je l'ai fait à la vite fait pour vous expliquer certains points de règles, surtout du mode solo et du mode campagne. Enfin, du mode coopératif, donc de 2 à 5 joueurs, et moi du mode 1 solo, tout seul. Donc si vous voulez d'autres règles, n'hésitez pas de me laisser des commentaires sur ma chaîne, de mettre des pouces pour la visibilité de la chaîne, et surtout de continuer à vous abonner à la chaîne à un moment de jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je sais que Dungeon Saga est beaucoup aimé sur ma chaîne, et qu'elle est beaucoup... C'est l'une des vidéos. Je sais que c'est les vidéos les plus regardées sur ma chaîne, donc je ne me fais pas de soucis sur ça. Donc laissez-moi des commentaires si vous voulez voir d'autres règles plus approfondies avec un plateau et que je pose des figurines dessus. Ensuite, pour le mode passage en ville,
ça sera ma prochaine vidéo. Donc je vous rappelle, je ferai un passage en ville. Et donc on utilisera les cartes marchands, les cartes artisanat, les cartes donc de lieu avec les effets. On verra comment ça va se passer. Si je pioche une carte, si je dois accomplir un effet pour pouvoir réussir quelque chose. Bien sûr, on ira en ville. Et pour aller en ville, on ira sur des... Hop. Donc on a bien sûr des compétences. On verra si on a assez de points d'expérience. Mais bon, comme là, on commence une nouvelle campagne avec des nouveaux héros. Donc on aura peut-être aller voir l'artisanat. On n'a pas de nouvelles points d'expérience. Mais surtout, mes amis, si j'arrive à l'attraper. Hop. Aller en zone de repos, se soigner. Et aller voir si on va aller en cité ou en ville pour aller voir le marchand de tonneaux et faire un choix et on verra sur quoi on va tomber. Voilà, ça c'est ma prochaine vidéo, donc le passage en ville. Vous verrez comment ça va se faire. Et justement, eh ben, on parlera de l'expérience. Comment on va utiliser cette expérience que nos héros gagnent à chaque partie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une nouvelle fois. Merci de me suivre. Merci de continuer à vous abonner à la chaîne Un Moment de Jeu. N'oubliez pas, laissez-moi des pouces et surtout, laissez-moi des commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos explicatives des règles. Alors, je suis pas un expert d'expliquer les règles avec des schémas, des nanana. Moi, je fais euh, des règles à ma façon, directement comme ça. Voilà, je mets pas des stops, des petits effets. Voilà, donc si vous voulez voir d'autres règles avec des figurines et des plateaux et d'autres choses sur le plateau, dites-moi dans les commentaires et je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Ça me fait vraiment plaisir de vous le faire. Donc je serai très très honoré de pouvoir vous faire cette vidéo de règles. Donc j'espère déjà que celle-là vous a plu. N'oublie pas des pouces, des commentaires et surtout on continue à s'abonner à la chaîne Un Moment de Jeu. Je remercie les 365 abonnés de ma chaîne. Merci à tous, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux sur la chaîne Un Moment de Jeu. Allez, ciao les amis.